Bonjour, bienvenue au Guilvinec. Le centre Aliotica fête cette année ses 15 ans. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir ou redécouvrir cette cité dédiée à la pêche en mer. Mais avant, le point sur l'actualité du jour en images dans le Finistère. Dernière consigne avant le départ en vacances, Jean-François confie son exploitation de vaches laitières à Michel pendant 9 jours. Et même si cela fait déjà 6 ans que l'éleveur fait appel à une association de remplacement pour pouvoir s'octroyer des congés, ça n'est jamais facile de laisser ses vaches. C'est quand même assez stressant de partir en vacances et de laisser son élevage derrière soi. Je me souviens qu'au début, quand je partais, je laissais des post-it partout. Il y avait des post-it dans le tracteur et des post-it partout. Ils viennent, on va dire, 2-3 fois dans l'année pour faire des remplacements. Michel est déjà venu plusieurs fois, donc je suis très serein. Mon premier travail, ça a été service de remplacement de Crozon. C'était dans une ferme de Hanvec. Voilà. C'était les tout débuts, dans les années 90, je crois, les services de remplacement. Je connais leurs contraintes. Je sais que c'est pas facile. Michel connaît déjà l'exploitation et il est remplaçant depuis 3 ans. Il change de lieu de travail au gré des congés maladie ou des vacances des éleveurs. Il connaît bien les exploitations laitières de Douarnenez à Sker. Quand j'arrive dans une exploitation, je prends mes repères par rapport à ce qui a été dit la veille lors de la prise des consignes. Donc je fais ça tout seul. Comme ça, je sais où je vais, je sais qu'est-ce que j'ai à faire. De faire le métier de remplaçant, ça a des avantages au niveau salaire, au niveau congé, au niveau week-end. Ça n'a rien à voir. Pour mettre en contact salariés et agriculteurs, le choix est souvent géographique, mais pas seulement. On essaye d'essayer de trouver, de mettre les caractères compatibles ensemble, hein, ce qui n'est pas toujours très simple. On a une grosse activité sur le Nord Finistère, et puis après on suit toute la bande littorale, avec un peu moins de présence sur le centre. Au total, l'association compte une centaine de permanents employés en contrat à durée indéterminée comme Michel et quelques 700 familles d'éleveurs font appel à leurs services dans le département. Le chiffre a d'ailleurs doublé en 10 ans. Michel, lui, reprend déjà ses marques. Quant à la famille Griffon, elle n'a plus qu'à boucler ses valises. Il y a une part de magie dans ce que fait Jean-Pierre Pape. Et pourtant, il l'assure, il n'y a que de la technique et de la concentration. Chaque pierre sont posées entre elles sur 3 points. Donc l'idée c'est de trouver ces 3 points. L'illusion est dans le fait que ces points peuvent être vraiment très rapprochés. Les gens, quand ils regardent un petit peu plus loin, ont l'impression qu'il n'y a qu'un point. Et c'est vrai qu'une pierre sur un seul point, ça ne peut pas tenir. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder le regard des gens, des passants sur ces sculptures, qui trouvent ça merveilleux, magnifique. Le problème, c'est que les œuvres de Jean-Pierre Pape peuvent donner des idées à d'autres. Et depuis 2012, le littoral est confronté à cette mode des cairns. Une pratique, quand elle est massive, qui peut avoir un impact environnemental. À la pointe de la Torche, par exemple, un espace naturel sensible et donc protégé, le propriétaire, le conservatoire du littoral, face à la multiplication des cairns, a même dû installer des panneaux pour interdire cette pratique. Et depuis juillet, la commune de Plomeur a même voté un arrêté municipal interdisant elle aussi l'empilement de pierres. Ces cairns qui, esthétiquement, sont pas inintéressants dans le paysage, mais qui écologiquement posent un réel souci. Les personnes qui édifiaient ces cairns venaient sur des espaces qui auparavant n'étaient pas très fréquentés par les hommes. Donc voilà, c'était une première chose qui crée des dérangements, qui crée du piétinement également aussi pour tout ce qui est végétation. Le cairn donc était édifié avec des galets, donc les galets qui étaient prélevés sur la plage, le haut de plage, et qui dans un fonctionnement naturel servent de rempart, de bouclier face à l'érosion marine, et qui du coup là ne jouaient plus leur rôle. Et désormais, chaque empilement de pierres est détruit à la pointe de la Torche, pour éviter un effet d'entraînement. Des décisions qui ont créé un gros débat sur les réseaux sociaux, entre adeptes du land art et tenants de la protection environnementale. Mais Jean-Pierre Pape se défend, lui son intérêt c'est l'équilibre précaire, et ses installations sont éphémères. Un coup de vent et c'est fini. D'ailleurs, elles ne passent que rarement la nuit. 30 mètres de long, 20 mètres de large, le nouveau trimaran de François Gabard rejoint son élément après 2 ans de construction. Sorti des chantiers multiplaces à Vannes et CDK à Port-la-Forêt, ce nouveau multicoque est conçu pour faciliter la navigation en solitaire. La particularité du cockpit, c'est d'essayer de
tout optimisé en termes d'ergonomie pour de la navigation en équipage réduit ou de la navigation en solitaire. C'est-à-dire qu'on a nos postes de barre qui sont très proches de nos winches. Les winches, c'est ce qui permet de régler les voiles ou de drisser, changer les voiles. Voilà, tout ça se fait quasiment au même endroit. On a tout à portée de main. La petite cabane blanche qui est à l'arrière du bateau, c'est là où je vais avoir ma bannette, où je vais pouvoir dormir, là où je vais avoir la table à cartes pour faire la météo, une petite cuisine aussi pour manger. Je vais vivre 99% de mon temps entre cette cabane, les postes de bar, le cockpit, et donc j'aurai tout à portée de main en permanence. Avant de reprendre la mer, le voilier du vainqueur du dernier Vendée Globe va subir une batterie de tests pour éprouver sa fiabilité sur les longues distances. On ne cherche pas à faire des pointes de vitesse, on cherche l'objectif final, c'est de faire un tour du monde en solitaire le plus rapidement possible. Donc on cherche à avoir des vitesses élevées qu'on est capable de tenir pendant des heures et des heures, des journées et des journées. Hyper impatient, ça fait des semaines que je suis impatient, mais là c'est vrai que ça se calme pas. Oui, j'ai envie de voir maintenant ce que ce bateau a dans le ventre, j'ai envie de naviguer, j'ai envie de mettre des voiles, j'ai envie de voir comment il se comporte sur l'eau. D'ici ce tour du monde en 2017, François Gabard participera en octobre à la Transat Jacques Vabre en duo avec Pascal Bidégory avant de s'élancer vers la conquête de nouveaux records. La route de la découverte, qui est la route qu'avait emprunté Christophe Colomb en 1492, et donc qui est un record qui est détenu aujourd'hui par Armel Lecléache sur Banque Populaire, donc entre Cadiz et San Salvador aux Bahamas. Ensuite, on va faire un deuxième record qui est le record New York-Cap Lizard, donc le record de l'Atlantique Nord, qui est lui détenu par Francis Joyon sur IDEC. Et enfin, si le temps le permet, en fin d'année 2016, donc la traversée de la Méditerranée entre Marseille et Carthage, qui est lui détenu par Armel Lecléache sur Banque Populaire. D'ici là, le jeune Charentais de 32 ans va enchaîner les sorties en mer et prendre enfin ses marques sur cette Formule 1 des mers. Bonjour Anna. Bonjour Gwen. Vous êtes directrice d'Aliotica, la cité de la pêche, ici au Guilvinec. Oui. Pourquoi cet établissement s'est installé au Guilvinec? Alors il y a 15 ans, l'initiative est venue de la maire du Guilvinec, qui était Madame Tanguy à l'époque, qui a vu que les chalutiers et côtiers rentraient tous les soirs à 16h30 au port du Guilvinec. Et donc a décidé d'expliquer les coulisses de cette activité au grand public. Puisqu'aujourd'hui, le Guilvinec, c'est quand même le 3e port de pêche en valeur et en tonnage de France. Donc on ne pouvait pas se passer d'une cité de la pêche pour expliquer à tout le monde cette activité. Donc on parle de la pêche en mer, oui, précisément. Oui. Que trouve-t-on à Aliotica, justement? Alors Aliotica, c'est tout d'abord un centre de découverte qui fait 800 mètres carrés. 800 mètres carrés qui est divisé en 2 expositions. Donc on a d'une part le goût du large, dans laquelle nous nous trouvons actuellement, et d'autre part l'exposition de la mer à l'assiette. Donc la première exposition raconte le quotidien de Joanne, qui est patron d'un chalutier côtier, et de Bubu, Philippe Burel, oui, qu'on voit ici, qui est matelot sur un chalutier hauturier. Et lui, il part 14 jours en mer. Donc on explique au grand public la différence entre un pêcheur qui part à la journée, un pêcheur qui part 14 jours en mer, et également quelle est sa vie de famille. Parce que on sait très bien que le patron pêcheur est patron de son bateau à bord. Par contre, à la maison, on sait bien que c'est leur femme qui décide quand même. Hein. Alors, que trouve-t-on justement dans les différentes salles concernant cette exposition Le Goût du Large? Alors, sur Le Goût du Large, on commence par rester à terre pour voir toute l'organisation avant le départ. Ensuite, on a une passerelle de chalutiers pour essayer de comprendre où se trouve le patron à bord, quel est le matériel utilisé. Les sondeurs, les radars. Et en plus, les enfants peuvent s'asseoir à la place du patron pêcheur pour jouer avec l'informatique. Donc, ils s'amusent comme des fous avec ça. Et ensuite, on explique les techniques de pêche. Et enfin, comment est construit l'intérieur d'un chalutier hauturier. Donc, dans la première expo, c'est l'homme qui est la star du goût du large. Et dans la deuxième expo, c'est le poisson. Donc, on a d'abord le départ en pêche dans l'auditorium avec un film qui vous immerge vraiment dans la journée d'un patron pêcheur. Ensuite, on a reconstitué un chalut. Un chalut avec sa pêche. Donc nous, c'est notre aquarium sans eau. Où on retrouve toutes les variétés de poissons qu'on peut pêcher dans la région. Oui, il y a les lottes, il y a la raie, on retrouve les langoustines, évidemment. Hein, on est le premier port de langoustines de France. Ensuite, on a une pièce qui vous explique la vente aux enchères du poisson. La salle d'après, c'est l'atelier de maraîchage. Parce qu'avant de partir à la poissonnerie, il faut le couper, le vider, le préparer. Donc tout ça aussi, là, il y a un petit jeu pour enfants. Où ils peuvent mettre la main pour essayer de deviner ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes.
Et ensuite, donc nous avons la poissonnerie et pour finir la cuisine dans laquelle ils peuvent découvrir tous les secrets de mamie Bernadette et de ses 2 petits-enfants. On peut aussi aller découvrir sur le terrain la pêche en mer. Oui, alors on a la visite de la criée. La criée qui se trouve juste en dessous oui, on a la à chance d'avoir Liotika. un escalier en fait qui descend directement, donc voilà, on est vraiment privilégié au niveau de notre emplacement. Et donc on peut visiter à 5h30 du matin. Pour les motiver, il faut se lever tôt, mais ça vaut le coup. Il y a plusieurs dizaines de tonnes de poissons à la vente. Ou à 16h30 l'après-midi, au moment du retour des chalutiers, justement. Merci, Anna. Je vous en prie. Petit essai à présent au chantier naval d'Aliotika, où les enfants deviennent de véritables architectes. Là, on prend le milieu et on met ici un petit crochet. Tu n'as pas de petit crochet ici? C'est bon? Voilà. Après, on prend 3 petites boules et on met le deuxième ici. On a essayé de faire un chalutier, on a commencé par faire la mer et après on a fait un bateau, on a essayé de faire notre chalutier. Après on a poncé notre bateau et notre cabine. Ensuite nous l'avons peint avec des stylos comme ceci et ensuite on le collera sur la mer pour faire un beau chalutier. Maintenant, on va faire les bouées et le rouleau de pêche. Alors Pauline, on dirait que tu as fait un bateau arc-en-ciel. Oui, un peu. Et quel est son nom à ton chalutier? PL25. Et ça veut dire quoi? Pauline Lip, c'est mon nom et mon nom de famille. Et 25, c'est la date de mon anniversaire. Donc, vous voyez, regardez sur mon petit chalutier, qu'est-ce qui manque? Ah bah oui, il manque le filet. Il manque le chalut à l'arrière et il manque sur les côtés. On appelle ça les pare-battages. Ce qui leur plaît, c'est de pouvoir réaliser quelque chose eux-mêmes sans contrainte, ni de notre part, ni de la part de leurs parents, et donc de montrer le produit de leur travail au bout de 2 heures à leurs parents. Parce que ça demande beaucoup de précision et d'attention. Ça demande quand même beaucoup d'attention, puis on les fait quand même poncer les coques, donc c'est quand même du travail, il y a de la main-d'œuvre. Hein. Donc c'est vraiment la réalisation de leur effort. Est-ce qu'il y a des bateaux que vous ramèneriez bien chez vous? Ah, il y en a certains, oui, parce qu'on voit qu'ils ont été faits avec amour. Et on sent qu'ils sont vraiment bien appliqués, qu'il y a des jolies harmonies de couleurs. Donc c'est vrai que ça fait plaisir à voir. Quand on les voit tous partir avec leur bateau, c'est un déchirement. Est-ce qu'ils peuvent flotter? Alors les bateaux peuvent flotter, parce que c'est du polystyrène de toute manière. Après, on déconseille de les faire flotter dans la mer, parce que les couleurs risquent de se diluer. C'est pour ça qu'on les colle sur ce qui va servir de mer. Et comme ça, ils peuvent les poser et à la limite les faire flotter à plat comme ça. Comment tu as trouvé cet atelier chantier naval? Moi, je l'ai trouvé plutôt bien, parce qu'on peut rencontrer des gens. Et on s'amuse en faisant le bateau et après on peut l'emmener à la maison. Donc c'est un beau souvenir de vacances? Oui. Et Elsa, vous vous connaissiez avec Pauline? On vient de se connaître et on est devenus amis. Et on a fait les bateaux ensemble et on s'est donné des idées et voilà. Elle m'a montré comment bien poncer. Après, on a fait plein de choses. Eh ben, on vous laisse continuer tranquillement alors. C'est la fin de cette émission au Guilvinec. On se retrouve bientôt. Ciao.